Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous avez forcément entendu parler de ce livre, Le traître et le néant aux éditions Fayard, une enquête sur la personnalité d'Emmanuel Macron et les affaires qui émaillent son quinquennat et aussi avant sa prise de pouvoir également. On parle notamment de l'affaire Alstom, avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme, journalistes d'investigation. Alors, pas seulement journaliste d'investigation, je voudrais rappeler effectivement, parce que vous savez, en ce moment, on parle d'éditorialistes, on parle de journalistes, on parle de commentateurs, justement, séparons les choses. Le véritable journaliste, Albert Londres l'a dit, on le sait, c'est la plume dans la plaie, et c'est les gens qui vont sur le terrain, qui vont interroger, qui prennent le temps d'interroger, qui prennent le temps d'écrire ce qu'ils ont à écrire. Et là, nous avons affaire à deux journalistes, effectivement, d'investigation, et qui vont au fond, et qui vont à l'os, comme disait l'autre. Et le traître et le néant. Alors, vous vous êtes fait quand même depuis 10 ans, à part vos articles du Monde, qui sont évidemment très connus et lus, c'est que vous avez commencé par Sarko m'a tué, dans la trilogie. Ensuite, François Hollande, un président ne devrait pas dire ça. Et ensuite, alors là, hommage à Jean-Paul Sartre, le traître et le néant. Et je vois que dans votre livre, d'ailleurs, vous n'avez pas hésité aussi à reprendre une autre phrase de Jean-Paul Sartre connue, mais au lieu de dire « l'existence précède l'essence », vous avez dit « le marketing précède l'idéologie ». On sent donc que votre sartrisme est là. On va s'arrêter là-dessus. En fait, la question que je vous posais d'abord, est-ce que ce livre a été plus difficile ou pas plus difficile à faire que le président ne devrait pas dire ça avec Hollande et Sarko m'a tué? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Oui, ça a été plus compliqué celui-ci parce que d'abord on avait des multiplicités de points de vue. On avait plus de 110 intervenants pour ce livre. Donc vous êtes journaliste vous-même, vous savez à quel point recueillir la parole, la retranscrire et après l'intégrer dans un récit, c'est compliqué. Et par ailleurs, on avait aussi beaucoup d'obstacles puisque l'Élysée n'a pas souhaité nous aider, c'est le moins qu'on puisse dire, dans notre entreprise journalistique. Et enfin, il fallait donner du sens à tout ça. Parce que c'est bien beau d'avoir les interviews, mais en plus, il faut donner du sens. Il faut qu'on en tire une substantifique moelle. C'est ce qu'on a essayé de faire. Alors qu'avec Sarko m'a tué, ce n'était pas très compliqué parce que c'était vraiment, l'objectif était d'expliquer à quel point Sarkozy avait parfois une conception un peu expéditive des choses, on va dire. Et quant à François Hollande, un président ne va pas dire ça. Lui, il a ouvert très largement les vannes de la conversation ou de l'interview. C'est clair. Alors justement, arrivons au titre « Le traître et le néant ». Et il y a un moment donné dans votre livre, donc vous racontez, il y a deux parties. D'abord la partie, effectivement, l'ascension de Rastignac, voilà, à nous de Paris, Amiens, la Picardie, Brigitte, le couple. Vous racontez tout cela avec beaucoup de détails. Et je veux dire, ce qui est passionnant, c'est pour ça que ce livre, vraiment lisez-le, auditeur de Sud Radio, parce qu'il raconte effectivement comment se fait une ascension avec les patrons, avec les gens qu'il séduit et comment il le séduit. Vous le racontez très bien dans le livre. D'ailleurs, vous commencez par Richard III, hein, My Kingdom for a Horse, mon royaume pour un cheval. Lui, c'est pour mon royaume pour les nains et puis le reste. Ce que je voudrais savoir sur le traître, je pense à une réflexion que vous avez eue d'Éric Orsena. Et justement, par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Et ça, vraiment, je voudrais vous entendre là-dessus. Or, y a-t-il traîtrise en politique? Bon, effectivement, Hollande l'a adoubé, il l'a pris à l'Élysée, il en a fait son secrétaire général adjoint, il l'a nommé ministre de l'économie sur les conseils de Valls, mais tous les autres. Et puis, effectivement, il y a eu ce qu'il y a eu, et vous le racontez en détail. Mais est-ce que le politique par essence, quelque part, n'est pas traître au sens ontologique du terme? C'est possible, il y a du vrai dans ce que vous dites. D'abord, premier point, il faut savoir que ce n'est pas parce que des politiques ou d'autres personnages se comporteraient toujours de la même manière qu'il ne faudrait pas le raconter et le décrire. Évidemment. Après, il nous semble que chez Emmanuel Macron, il y a un comportement récurrent qui est apparu. C'est pas nous, j'allais dire, qui l'avons inventé. Donc, quand on est parti sur cette enquête, on n'avait pas d'a priori aucun, on ne le connaissait pas personnellement et on ne savait justement pas trop quoi penser de lui ni de son courant. Ça nous est sans arrêt revenu. Le fait que, notamment dans son ascension, il avait soit renié des convictions, soit changé de trajectoire, soit laissé de côté des gens qui l'avaient aidé ou dont il avait, j'allais dire, aspiré la substantifique moelle. Et le terme qui revenait le plus souvent dans la bouche de nos témoins, c'était trahison, traître, il a trahi la gauche, il a trahi ceci, il a trahi cela. Donc c'est quelque chose qui nous a paru rejaillir beaucoup plus, on va dire, que d'habitude, parce qu'évidemment, on pourra parler de Balladur Chirac, on pourra trouver des quantités d'exemples dans l'histoire contemporaine ou ancienne. Mais là, ça a été en quelque sorte une sorte de systématisme, ce qui veut dire que, premièrement, c'est que d'abord, Emmanuel Macron est un brillant
politicien, mais pas forcément au sens péjoratif du terme, un remarquable tacticien qui sait s'appuyer sur les gens, parfois leur marcher dessus pour accéder au pouvoir, et je ne pense pas qu'on puisse lui en vouloir. C'est un homme politique. Et ce qui est plus peut-être dérangeant et plus troublant, en fait, ce sont ces zigzags idéologiques qui peuvent donner le sentiment de trahison. Et c'est l'un de ses proches qui parle dans le livre du fait que c'est Didier Guillaume, qui a été ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron au début du mandat, qui dit « Je peux comprendre que les électeurs de gauche se sentent trahis ». C'est lui-même qui le dit. Pourquoi ? Parce que des gens ont voté pour un homme pensant qu'il était dans un camp, alors qu'il ne l'est pas forcément. Là aussi, il y a une trahison qui a été ressentie comme telle. Oui, mais alors, mais j'allais vous dire que est-ce que ce ne sont pas vos interlocuteurs qui ont été un peu cocus et un peu naïfs ? Et vous le dites vous-même dans le livre. Le portrait qui sort d'Emmanuel Macron est un portrait implacable. Encore une fois, pas parce que vous avez, imposé pas du tout votre point de vue. Ce qui sort, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui dit « Moi, je veux réussir à tout prix. Ce qui compte, c'est ma réussite, c'est mon narcissisme, c'est mon ego. » Et il l'a fait brillamment, d'ailleurs, comme vous le dites. Mais à un moment donné, quand vous dites idéologique, mais vous avez vu, et on ne s'est pas fait faute de le répéter, il a dit, mais vous savez, je ne suis pas du tout socialiste. Si, je suis socialiste, je suis de gauche, je ne suis pas de gauche, etc., etc. Il n'a pas arrêté de le voir, et vous le dites dans votre livre. Donc, il n'a pas de conviction idéologique, ou pas ? Dites-moi. Très concrètement, au sortir de cette enquête, on a la conviction avec Fabrice qu'il n'a pas de conviction, lui. C'est quelqu'un qui gouverne à la godille, qui suit ses intuitions, qui parfois sont excellentes, parfois sont infructueuses, mais il gouverne avec son intelligence et son intelligence situationnelle. C'est-à-dire qu'il comprend bien les situations, etc. Simplement, comme tout être jeune et qui n'est pas bien entouré, et qui est au pouvoir, il se plante assez régulièrement. Et ça, ils veulent le faire oublier. Et c'est, je crois, l'un des intérêts de ce livre aussi, et c'est pour ça aussi, je crois, qu'il rencontre un grand succès, c'est que tous les atours de la Macronie, le rideau de fumée qui est déployé devant nous, je pense qu'on l'écarte avec Fabrice, et qu'on voit, par exemple, lui, il déteste le terme trahison. Il préfère parler d'opportunisme, ou alors j'ai saisi une circonstance. Voilà. Non, c'est pas vrai. Il a trahi et la gauche et ses électeurs éventuellement et ses mentors. Mais on le dit crûment. Et ça, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça en Macronie. Et je pense que ce livre permet justement de comprendre ce qui se trame derrière le rideau. Est-ce que ce ne c'est pas, sans du tout le rapporter Edgar Faure, qui disait, vous savez, c'est pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Est-ce qu'il n'est pas un côté maître du vent, justement ? Oui, alors peut-être que Girouette, je pense que ça lui correspond pas exactement. Non. Je pense que il y a quand même plus de réflexion chez lui, mais comme le disait Gérard, c'est plutôt quelqu'un qui, j'allais dire, est dans l'adaptation. Donc ce pragmatisme, il a un côté, on va dire, extrêmement pertinent et intelligent lorsqu'il permet d'être réactif par rapport à une situation. En revanche, là où ça peut poser problème, c'est lorsque les citoyens français, et je pense que c'est le cas dans leur globalité, ont le sentiment de ne pas savoir exactement qui les dirige et où on les emmène. Voilà. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Il n'y a pas de cap, quoi. Exactement. Il n'y a pas de cap, et effectivement, on serait bien en peine d'en trouver un dans la trajectoire d'Emmanuel Macron, qui a été, faut dire aussi, c'est une circonstance atténuante, fauchée par le Covid, et je pense que n'importe quel président ou présidente qui aurait été à sa place n'aurait pas pu exactement faire ce qu'il aurait souhaité ou ce qu'elle aurait souhaité. Donc ça fausse une partie du jugement, mais on a assez d'éléments quand même pour pouvoir se faire une opinion. Et c'est vrai que je pense que là, on a tout le résumé de la Macronie et de son poids aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez une partie de l'électorat quand même, qui fait peut-être, je ne sais pas, aujourd'hui un quart ou un peu moins ou un cinquième, qui lui est fidèle et qui lui reconnaît ce pragmatisme et qui trouve que ce pragmatisme est une immense qualité et que c'est la première des qualités qu'on attend d'un homme d'État. Donc il a ce socle-là. Mais vous avez tous les autres qui se disent, mais non, nous, on veut quelqu'un on veut savoir où on va, en fait, où on va. Et c'est cette dichotomie... Chef d'État, c'est plutôt ça. En tous les cas, alors peut-être que les macronistes vous répondraient, c'était ça. Mais voilà, maintenant, c'est le fameux nouveau monde. Nous, on a le sentiment, et c'est le retour qu'on a déjà de nombreux lecteurs, que beaucoup de citoyens sont un peu perdus et ont besoin de ces références qui, apparemment, pour l'instant, ont disparu. Alors justement, parlons de ça, parce que ce qui est absolument brillant et étincelant, c'est vrai, c'est sa trajectoire. Elle est pas... Le petit énarque, d'abord sortant de Picardie, des roses de Picardie, et qui arrive où il arrive. Ce qui est très intéressant, c'est deux choses d'abord dans votre livre. Tous les gens que vous interviewez, beaucoup, vous interviewez des macronistes comme Patria et d'autres très admiratifs. Mais ce qui est intéressant, vous commencez par Moscovici, l'actuel président de la Cour des comptes, qui est d'une dureté totale avec lui, quand même. Il est, je veux dire, ça commence par au Karcher, quoi. Et alors,
Votre impression, est-ce que ces gens-là, vous avez, y compris Hollande avec toutes les nuances, est-ce que c'est des gens qui estiment, vous les avez vus, vous les avez longuement interrogés, c'est d'ailleurs très intéressant, est-ce qu'ils ont été trahis? Est-ce qu'ils attendaient autre chose de Macron? Ou en fait, ils se sont dit, oui, on s'est aperçu, vous savez, lundi c'est fake, Gaspard Canzer qui dit c'est vide, etc., etc. Les mots de fake, de vide, ils n'ont pas d'amis, il y a le couple et puis tout le reste, ils en ont rien à faire. Ça apparaît tout le temps, en récurrence. Alors, ça donne quoi comme portrait, ça? Est-ce que ce sont des gens qui ont été, en fait, déçus? Villiers, c'est lui à abandonner, hein, le vicomte. Donc... Moi, je me souviens très bien de François Hollande nous disant, Fabrice et à moi, on interrogeait sur Macron. Oui. Pendant votre premier bouquin. Pour l'avant-dernier bouquin, Oui, et il nous disait, Macron, c'est rien. Je me rappelle cette phrase. Macron, c'est rien. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de, non pas de mépris, mais il le prenait pour quantité négligeable. Ce n'était qu'un jeune ministre, un Godeliero de la politique. Et puis il y avait aussi Moscovici qui, lui, avait une sorte de mépris, je dirais, ou d'arrogance intellectuelle vis-à-vis de Macron, en disant il a encore beaucoup à apprendre, le jeune marquis. Et donc, du coup, tous ces gens-là se sont retrouvés face à un phénomène météorique qui s'est retrouvé, qui était plus malin qu'eux, qui a été plus ambitieux qu'eux, éventuellement plus courageux qu'eux dans certaines façons de faire. Par exemple, son bal, son pas de deux avec De Villiers est quelque chose que jamais Hollande ou Moscovici n'auraient fait. Alors eux, par conviction. Mais ils se sont rendus compte, un peu tard, que Macron n'avait pas de conviction. Mais alors, juste un mot, Fabrice et Gérard. Comment vous expliquez? Hollande vous dit, et au moment où il était président, au moment un président ne peut pas dire ça, Macron c'est rien. Et par tout le livre là, ce qui est absolument fascinant, ça ferait un roman à soi tout seul. Il dit non, mais non, il n'est pas en train de me tromper. On vient de dire, mais le râteau, tu vas le prendre dans la gueule. Mais pas du tout. Comment vous expliquez ça? Hollande n'est pas complètement... Non, mais c'est un homme très expérimenté, très intelligent, et ça fait aucune discussion. Et c'est vrai que ce manque de lucidité, il n'y a qu'une raison qui peut l'expliquer. Vous savez, on dit souvent que l'amour rend aveugle, et il aimait ce jeune homme brillant en qui il voyait son successeur. Il avait fait de lui, en quelque sorte, son successeur pour bien plus tard, évidemment. Et il a refusé jusqu'au bout de voir la réalité, c'est-à-dire que son propre fils, entre guillemets, politique, pouvait le trahir. Et ça l'a stupéfié, j'allais dire, sur le plan humain. Il ne pensait pas ça possible. Mais peut-être plus important encore, il pensait que sur le plan politique, c'était absurde. C'était aberrant. Un homme comme lui, qui venait juste d'être ministre, qui n'avait jamais été élu, qui venait de s'engager en politique, qui n'avait même pas 40 ans, mais jamais, qui n'était soutenu officiellement par aucun parti, jamais il n'avait la moindre chance même de concourir. Et là, il y a eu un manque de lucidité, mais qui n'est pas seulement imputable à François Hollande. Je crois que beaucoup, y compris les grandes intelligences comme Moscovici, ont sous-estimé, je crois, le potentiel d'Emmanuel Macron et l'intelligence supérieure d'Emmanuel Macron, qui, lui, avait parfaitement lu le jeu politique qui était en voie d'implosion. Et lui, il a soufflé sur les braises, il a fait écrouler toute la maison. Et il avait bien lu Sun Tzu, comme il le dit lui-même. On se retrouve après les informations, c'est passionnant. Et on en parle souvent d'Emmanuel Macron dans cette émission. Bien là, vous pouvez en parler avec des connaisseurs, puisqu'ils ont étudié le dossier pendant très longtemps. Jusqu'à 14h, vous nous appelez au 0826 300 300. Alors, auditeur du Sud Radio, une petite devinette, mais elle sera facile à donner. Qui a opéré le casse du siècle? Le casse politique du siècle? Qui a? Et ça vous prouve que Dave et l'homme sont des écrivains. Ils décrivent, qui décrivent-ils comme ayant le déhanché de Michael Jackson et le regard de Margaret Thatcher? C'est presque Marlène Dietrich. Cocteau disait de Marlène Dietrich, ça commence par une caresse et ça finit par un coup de fouet. Voilà. Emmanuel Macron, qui connaît Sun Tzu, ne jamais suivre les contraintes de l'adversaire. Alors je rappelle quand même, vous le rappelez dans votre livre, quand même cette extraordinaire météorique ascension, quand même, après Amiens Picardie, l'ENA, la commission Attali, effectivement, en 2008, la banque Rothschild, avec tous voilà, je vais dire les vieux messieurs, non, enfin les aînés qui le parrainent. Et ensuite, vous racontez, alors je voudrais savoir d'où ça vient, parce que je l'avais entendu, moi, qu'il y a un dîner chez Bernard Attali, le frère jumeau de Jacques Attali, et des patrons qui lui demandent qu'est-ce que vous aurez à dire à François Hollande, qui vient d'être élu président de la République, donc en 2012. Et ils répondent, enfin un certain nombre de patrons répondent qu'ils prennent Emmanuel Macron comme secrétaire général adjoint de l'Élysée.
vrai, cette histoire? Oui, oui. Alors, c'est même plus précisément, c'est avant l'élection de François Hollande. C'est en janvier 2012 que se tient ce dîner, exactement. D'accord. Effectivement, un aréopage de patrons plutôt catalogués à gauche, qui n'ont qu'une demande à formuler, qui va être transmise à François Hollande. C'est, on souhaiterait que Emmanuel Macron, ce jeune prometteur, accède à l'Élysée avec surtout un titre de chargé des affaires économiques. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est ce que va faire François Hollande. Donc c'est vrai que c'est un petit peu troublant parce que, alors nous on n'est pas du tout dans le complotisme et à dire que le 440 tire les ficelles, etc. Mais c'est simplement que c'est la preuve, en tous les cas, que cet homme était couvé par des gens puissants et influents qui ont su reconnaître sans doute en lui un talent, hein, évidemment, et surtout évidemment un homme qui serait proche des milieux d'entreprise. Mais alors, qui a convaincu vraiment François Hollande? Bon, les patrons disent ça. Rappelez-vous que c'était le temps où François Hollande disait « Mon seul ennemi, c'est la finance ». Hein, bon, discours du Bourget, on se rappelle. Mais qui a convaincu François Hollande de prendre Emmanuel Macron à l'Élysée? Emmanuel Macron était déjà dans la boucle, grosso modo, de la campagne de Ségolène Royal en 2007. Il était dans la boucle de mail, donc il conversait avec Pierre Moscovici, avec Michel Sapin et d'autres. Et ensuite, quand François Hollande, il s'est avéré que François Hollande est devenu le candidat du PS et surtout celui qui allait gagner l'élection, dès janvier 2012, on pouvait imaginer qu'il avait toutes ses chances. C'est après DSK, la débâcle de DSK, etc. On pouvait imaginer qu'il avait toutes ses chances. Et donc, du coup, là, ils ont commencé à constituer une équipe autour de lui et Macron s'est rendu indispensable. C'est-à-dire que Pierre Moscovici, comme Michel Sapin, nous disent systématiquement, et Jean-Pierre Jouyet, très important aussi, nous disent concrètement, Macron, il était juste inenvisageable de ne pas l'avoir avec nous. Mais Hollande, lui, il le prenait un peu à distance parce qu'il le voyait plutôt comme un jeune prometteur technocrate, mais brillant aussi sur d'autres aspects, et quelqu'un à former sur le plan politique. Donc il le voyait plutôt comme un outil. Et éventuellement, ensuite, lui donner une circonscription. C'est comme ça que ça marche. La vieille politique avec François Hollande, on lui donne une circonscription, etc. Oui. Sauf que Macron n'avait aucune envie d'avoir une circonscription. Lui, ce qu'il voulait, c'est mettre un pied dans la porte et écarter la porte. Non, mais là aussi, je veux dire, il se lit comme un roman. Stendhal disait un roman, c'est un miroir qui se prolonge le long du chemin. Votre livre, c'est un roman, mais un roman vrai. Enfin, c'est pas de la fiction, mais c'est extraordinaire parce que dans votre livre, le nombre de gens qui lui disent allez, prends une circonscription. Il n'y a pas que Hollande, hein, il y a Cambadélis. Il y a des tas de gens comme ça qui... Mais puis, non, j'ai un plan. Il n'y a pas de problème, j'ai un plan. Et alors, justement, donc, il entre, effectivement... et puis, ministre de l'économie. Alors là aussi, je vous pose la question, vous répondez dans votre livre, mais qu'est-ce qui a fait que Hollande le nomme ministre de l'économie? C'est pas rien, ministre de l'économie. OK, il avait fait la banque Rothschild, etc. Mais Bercy, c'est quand même Bercy. C'est un politique. Alors là, on est dans une autre période pour Hollande, puisqu'on est après 2 ans de son quinquennat. La situation politique est déjà très mauvaise pour lui. Il y a une crise au sein du Parti socialiste et au sein du gouvernement. Et il y a par ailleurs un homme qui monte, qui est Manuel Valls, évidemment. Et cet homme qui monte, Manuel Valls, a aussi jeté son dévolu sur Emmanuel Macron, qu'il trouve remarquable, qu'il trouve brillant, etc., sans se douter qu'il va le doubler par sa droite, entre guillemets. Et donc, il va, là encore, Hollande, un peu contraint et forcé, va finir par accepter de nommer à ce poste clé de ministre de l'économie Emmanuel Macron, notamment sous les conseils ou l'amicale pression de Manuel Valls, qui lui dit mais il faut redynamiser tout ça, on n'est pas bien du tout, il est populaire dans l'opinion, il se passe quelque chose avec ce type et tu verras tout ce qu'il va nous apporter, ce qui n'était pas totalement faux d'ailleurs parce que Macron apportait beaucoup, mais sans imaginer ni l'un ni l'autre que en fait il courait déjà pour ses propres couleurs et non pas pour aider ni Valls ni Hollande. Alors je vais vous dire, en lecteur, votre Macron c'est théorème de Pasolini, il séduit tout le monde. Non mais c'est extraordinaire, il les regarde. D'ailleurs, vous le dites, il dit, vous êtes la personne la plus intéressante quand il vous voit. C'est ça, hein, quelque part. Oui. Le miracle Macron, enfin le miracle. Il possède ce qu'on appelle une arme de conquête massive. C'est la séduction tous azimuts. C'est pour conquérir le pouvoir, il a tout pour lui. C'est-à-dire, quand vous le rencontrez, et ce n'est pas notre cas, on vous expliquera peut-être pourquoi on n'a pas souhaité le rencontrer, mais quand vous le rencontrez, tous ceux qui l'ont rencontré nous disent la même chose. Vous vous sentez la personne la plus importante du monde. Et chacun voit un petit détail. Par exemple, Marlène Schiappa, qu'on a rencontré aussi pour le livre, qui est une zélote absolue, hein, et elle nous dit, mais il y a un petit détail qui m'a touché, c'est qu'il ne regarde pas son téléphone portable. Quand vous êtes avec lui, il ne regarde pas son téléphone portable. Elle dit, c'est rarissime. Et en fait, c'est tous ces petits détails, les uns plus les autres, qui font qu'à un moment donné, l'attention est braquée sur vous. Il vous fixe dans les yeux, il vous touche, et vous êtes son meilleur ami.
Ouais. Ce qui explique aussi le nombre de déçus par la suite, parce C'est qu'ils ça. ils ont tous cru. C'est ça. Alors, on avance justement, et puis alors, et vous racontez très bien, Brutus César, la conjuration, l'assassinat, etc., Tucoco et Philimi de Hollande. Mais l'intéressant, c'est que comment, effectivement, écoutez, comment ça se fait, je reviens à ça, que tous ces gens n'ont pas vu, ils créent En Marche. Hein, il crée En Marche en avril 2016, et si je ne me trompe, c'est ça, avril 2016. Il fait son discours en juillet 2016 à la Mutualité, quand même, qui n'était pas un discours. Et puis le 30 août, je suis venu te dire que je m'en vais et que tes larmes n'y pourront rien changer. Bon, mais encore une fois, et je ne parle pas que de Hollande, encore une fois, c'est extraordinaire, parce que moi, il n'y a rien à reprocher à Macron, il a fait son... Enfin, on peut reprocher des choses, moralement peut-être, mais enfin, il suit son chemin. Et les autres, c'est en l'air, quoi, c'est quoi? Alors, il y a effectivement Hollande qui fait preuve de cécité pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Après, dans son entourage ou au sein du PS, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on se place dans cette période de 2016, Oui. c'est que ça va très mal. Ça va très mal, c'est la panique à bord. Les enquêtes d'opinion montrent que le président sortant n'a quasiment aucune chance d'être réélu, ou en tout cas très très peu. On ne voit pas la sortie, comment on peut faire. Il y a la crise des attentats, la crise terroriste. Il y a une ambiance de plomb. Il y a ces lois travail et d'échéance de la nationalité qui déchirent la gauche comme jamais. Donc, si vous voulez, Macron, pour toutes ces personnes, c'est un personnage un peu secondaire. Ils voient tous, en revanche, les Michel Sapin, par exemple, qui l'alerte à plusieurs reprises. Ils voient tous que Macron va sans doute trahir Hollande, mais ils ne sont pas forcément jusqu'à imaginer qu'il a ses chances. C'est-à-dire qu'en gros, ils le voient comme un diviseur supplémentaire, mais ils ne le voient pas forcément comme le futur président de la République. Et honnêtement, ils n'étaient pas les seuls à douter des chances de victoire d'Emmanuel Macron. Oui, en fait, personne ne voyait, sauf quelques-uns que vous citez, mais qui ne sont pas dans la politique. Quelques banquiers vous disent c'est le prochain président. Oui. Il y a plusieurs personnes qui vous ont Oui, dit. et des entrepreneurs de haut niveau aussi. Hein. Ils sont quelques-uns. Pourquoi ils le savent? C'est d'abord parce que Macron leur a dit très tôt. C'est pour ça qu'on raconte que c'est vraiment une trahison et aussi un assassinat, donc prémédité. C'est que Macron leur a dit je serai président, je vais me lancer. Donc tous ceux mais il a avancé évidemment totalement couvert et masqué, mais il l'a dit à quelques-uns. Donc ça, si vous voulez, ces quelques-uns n'ont pas été surpris. Xavier Niel, par exemple. Oui, Il en Xavier parle, Niel, d'autres, puis d'autres, Jean-Michel Darrois, l'avocat Jean-Michel Darrois, enfin, Serge Belberg, voilà, ce que etc. Paris compte d'une sorte d'élite parisienne, ils savaient. Mais les hommes politiques, en revanche, ne savaient pas, parce qu'ils pensaient que c'était impossible, on ne peut pas devenir président comme ça. Puis sans machine, ils ne savaient pas non plus, et on le raconte bien dans le livre, je trouve, ils ne savaient pas non plus que Macron avait construit sa machine de guerre de manière totalement cachée et dissimulée, on appelle ça la conjuration. C'est-à-dire qu'avec quelques proches jeunes, il avait construit la mécanique En Marche, qui était une parfaite mécanique de conquête de pouvoir. Mais et suprême aussi malignité, c'est qu'il était aussi... Les médias ne le prenaient pas au sérieux, ou pas tant que ça. Et donc, du coup, les médias avaient dépêché des jeunes journalistes auprès de lui, des jeunes journalistes qui débutaient leur carrière, des jeunes journalistes politiques qui se sont entichés, évidemment, de lui. Et les vieux journalistes politiques ne le prenaient pas forcément au sérieux. Donc, il a avancé à couvert pendant très longtemps. Alors, est-ce que c'était à couvert quand même, parce qu'il y a quelque chose dont vous parlez quand vous parlez de l'épisode Mimi Marchand, mais il n'y a pas qu'elle. Attendez, pendant ce temps-là, quand même, il y avait l'extraordinaire campagne de la presse People. Il a eu 5 ans, en tant que ministre de l'économie, même avant, il a eu 50 couvertures GRD médiatiques. Éric Stemlen l'a écrit dans Opération Macron. 50 couvertures médiatiques, Gala, Voici, Closer, Paris Match, etc., etc. Donc, il y avait quand même quelque chose qui pouvait se voir sur ce couple. Alors, il y a deux choses différentes à mon sens. D'abord, c'est qu'effectivement, les médias, notamment les médias People, ont vu dans le couple Macron le nouveau couple Kennedy, pour résumer, ou en tout cas des Kennedy à la française. Et donc, c'est tout bête. Ils n'étaient même pas dans une démarche politique. Je ne pense pas que Voici soit dans une démarche politique. En revanche, on est dans une démarche commerciale, oui, et se dire, mais ça peut faire vendre. Et de fait, Macron fait vendre. Hollande ne faisait pas vendre. C'est-à-dire que quand vous vous mettez en couverture d'un magazine, les gens n'avaient pas envie de l'acheter. Macron, les grands médias se sont aperçus qu'il y avait un intérêt. Mais il y a une différence entre susciter un intérêt, on va dire, populaire, de la curiosité, tout simplement, et le fait d'être vu comme le futur président de la République. C'est vrai. Mais ça ne pouvait pas alerter les politiques, à votre avis? Si, je pense que ça aurait dû les alerter davantage que ça ne les a alertés. Ouais. Mais vous savez, on se réfère, quand on est un homme politique, très souvent, on se réfère toujours aux prédécesseurs, à l'histoire. Donc les références, ça s'est toujours passé comme ça, donc ça se passera toujours comme ça. Sauf qu'avec Macron, ça s'est pas passé comme ça. Et l'innovation, c'est par essence, la nouveauté arrive, parce que justement, elle ne se passe pas de cette façon. On se retrouve tout de suite après avec les auditeurs de Sud Radio. Prenez la parole au 0826 300 300 et nous allons tout de suite dans les Landes avec Gilles. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Gilles.
Bonjour. 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 Bonjour à tous. Et bonjour Monsieur Berkoff et merci, on ne vous remerciera jamais assez pour vos émissions. Merci. Voilà. Merci à vous. Alors Gilles, on vous écoute. Oui. Alors, écoutez, je dirais très vite fait à vos deux invités, merci pour cet ouvrage. Voilà. Ensuite, je pense que M. Macron a un cap. J'entendais tout à l'heure, vos deux invités disaient qu'il n'en avait point, mais je pense qu'il a un cap et qu'il respecte à la lettre ce cap. Je m'explique très vite. Allez-y. Il a commencé, bien avant d'être président de la République, à vendre la France en petits morceaux, à la découpe. Et il continue. Et ça, rien ni personne ne l'a fait changer. Ensuite, on peut remarquer ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Il n'a rien lâché non plus. À part quelques milliards qu'on ne sait pas où ils sont passés, on ne sait pas à qui ça a profité. Et rien n'a été lâché. Il a gardé son cap, justement. Ensuite, Monsieur Attali est derrière un petit peu tout ça, derrière l'avènement de Monsieur Macron, et on connaît l'avenir que nous prévoit Monsieur Attali. Donc c'est la même chose. Ensuite, et pour terminer, je pense très sincèrement que de la part de ces gens qui nous gouvernent, qui sont très intelligents, très instruits, très tacticiens, le fait de gouverner en disant tout et son contraire depuis le début, le président de la République et le gouvernement, c'est pas un hasard. Je pense qu'on donne le change. Je pense qu'ils donnent le change. Et plus nous sommes perdus, nous, le peuple, plus nous sommes perdus, et moins nous comprenons, et plus ils peuvent agir. D'accord. Voilà, c'est ma conviction. Très bien, Gilles. Alors justement, écoutez, Gilles dit, Alain, contrairement à vous, contrairement à ce que j'ai dit et ce que vous dites, il a un cap. Ce cap. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je pense que toutes les remarques que je viens d'entendre sont assez intéressantes et pertinentes. Il y a plusieurs aspects. Sur l'histoire du cap, je pense que ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que ce que je pense que veut dire notre auditeur, c'est que globalement, Macron s'inscrit dans une logique libérale avec effectivement un soutien de gens plutôt plus influents. Mondialisés. Exactement. Etc., oui. Ça, c'est vrai. Ça, on ne le conteste pas. Nous, là où on parle de cap, c'est un cap, j'allais dire, idéologique. Ça, c'est pas suffisant. C'est pas ça un cap idéologique. Un exemple tout bête, que doit-on penser du macronisme s'agissant de la laïcité, de l'islam, du problème des migrants, etc. On n'en sait rien. On n'en sait rien puisque sur les différents sujets que je viens d'énumérer, il a dit tout et ensuite exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Et donc là, c'est même pas qu'il n'y a pas de cap, c'est qu'il n'y a même pas de boussole. Et donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont totalement déboussolés. Il n'empêche que, bien entendu, il s'inscrit sur le point de vue économique dans une logique libérale. Et tout à l'heure, il parlait de vente à la découpe. C'est vrai. On peut en parler là quelques instants. Oui, on évoque assez longuement une affaire qui s'appelle l'affaire Alstom dans notre ouvrage, avec des révélations à l'appui, qui montrent qu'effectivement la vente de ce fleuron industriel aux Américains a été fait alors que Macron était ministre de l'économie, que ça avait été déjà commencé à être acté quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, et qu'ensuite les gens qui ont bénéficié de la vente d'Alstom en tant qu'intermédiaire, de manière tout à fait légale, je le précise, on les retrouve aussi parmi les donateurs de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc ça pose question, et ça pose d'autant plus question qu'au même moment, c'est-à-dire entre 2014 et 2016, où Macron est ministre de l'économie, ce n'est pas une grosse entreprise du CAC 40 qui est vendue à l'étranger, ce sont 4 entreprises. Ce qui est aussi 10% du CAC 40. Oui, il y a Alcatel, Technip, Alstom et Lafarge. Ouais. C'est énorme. 10% du CAC 40 qui est vendu à l'étranger. Et ça, c'est vrai que ça pose question sur ce qu'a pu faire Macron pour accéder au pouvoir, et surtout sur sa vision, j'allais dire, patrimoniale d'entreprises de haute qualité et surtout extrêmement sensible. Alors juste, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, je ne sais pas si vous avez ce détail, je ne crois pas qu'il est dans votre livre, mais peut-être vous le... Diogène nous tweet, n'oubliez jamais que Macron, quand il travaillait pour la banque Rothschild, a touché une commission de près de 3 millions d'euros pour avoir vendu la division nutrition infantile de Pfizer, on parle beaucoup de Pfizer en ce moment, à Nestlé pour pas loin de 10 milliards de dollars. Oui, oui, on l'a écrit dans le livre. Hein. Je crois que c'est un petit peu moins de 3 millions, mais il a été... En fait, il n'a jamais parlé. Il a été contraint à un moment donné d'en parler sur BFM en expliquant, voilà, j'ai touché tant, c'était effectivement plusieurs centaines de milliers d'euros, et qu'à l'arrivée, cet argent, eh bien, je l'ai touché de manière tout à fait légale sur un deal
avec la Nestlé, division c'est ça, de Nestlé. c'est la banque Ouais. d'affaires. Donc ça, Est-ce que je peux me permettre d'intervenir un tout petit peu Allez-y, encore, allez-y, s'il vous plaît. allez-y. Oui, voilà. Allez-y, Est-ce que vous pensez pas, et là je pense que peut-être on va tomber d'accord, est-ce que vous ne pensez pas que le seul cap justement d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, c'est la finance, la finance, la finance et encore la finance, et que, vous venez très bien d'expliquer, et que pour le reste, pour la France, pour le peuple français, son peuple, entre guillemets, voilà, c'est géré à vue de nez. Et que la seule chose qui compte, c'est la finance. Alors, et que la seule chose... Oui, Je vous écoute, Gilles. Oui. Je pense que c'est plus complexe et multiple que ça. C'est-à-dire que, Oui. effectivement, il vient du monde de la finance, c'est une certitude. Pour autant, ce n'est pas le pur produit de la finance, comme ce n'est pas le pur produit du CAC 40. Par exemple, le CAC 40, à l'époque de l'élection 2017, était à fond pour François Fillon. Et il a basculé, quand François Fillon a été rattrapé par ses affaires, sur Emmanuel Macron. C'est un produit assez hybride, Macron. Hybride, ouais. Donc c'est compliqué de le définir par rapport à ça. Et la finance n'est pas son seul cap. En revanche, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'il ne... Et ça, c'est vraiment étayé par notre enquête, c'est qu'il ne connaît pas les Français parce qu'il n'a jamais... c'est pas qu'il n'aime pas l'effort, c'est qu'il n'a pas fait l'effort, c'est qu'il a vécu toujours, il y a un de nos interlocuteurs qui nous le dit, de manière confinée. C'est-à-dire qu'il a grandi dans la ouate de la bourgeoisie de province, ensuite il a été à l'ENA, ensuite il a été chez Rothschild. Enfin, il n'a jamais pris le temps ni compris comment fonctionnaient les Français. Et aujourd'hui, s'il y a un vrai problème dans la Macronie, c'est celui-ci, c'est qu'il s'adresse à ce qu'ils appellent le cercle de la raison. Donc je trouve toujours ça un peu méprisant comme expression, le cercle de la raison, comme s'il n'y avait que quelques dizaines de milliers de Parisiens qui pouvaient rentrer dans ce cercle-là. Et par ailleurs, la politique, ce n'est pas que la raison, c'est aussi la passion. Et on l'entend bien au micro, là. Et objectivement, cette passion-là, ils ne savent pas y faire face, la Macronie. C'est ça, et c'est un peu les Ménis de Velázquez, la consanguinité, hein, l'entre-soi, l'entre-soi. Et merci beaucoup Gilles de nous avoir appelés. On va avec Safia de la Courneuve qui va nous parler avec passion. Safia, on vous écoute. Passion. Allez, Safia, soyez passionnée, vraiment. Par contre, André Berkoff, merci beaucoup pour Gabriel et l'iconique est cher à mon cœur et vous nous avez fait un émission. Donc, on en revient à Davé et à l'homme, d'accord? Oui. Alors, par rapport à ce que j'exposais, moi je sais que j'avais très anticipé et j'avais une profession auto-réalisatrice sur le phénomène Macron. Oui. Alors, quand il est sorti subitement du chapeau, bon... Excusez-moi, Safia, vous avez votre haut-parleur ou pas? Parce que si vous avez votre haut-parleur, enlevez-le. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. On entend bien l'écho, là. Allez-y. J'étais en train de dire que... Allez-y, rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup de monde. Et que malheureusement, j'apprends rien du tout dans la mesure où est-ce que je suis un peu curieuse et que je me tiens au courant de... Mais vous avez lu le livre ou pas? Vous avez lu le livre ou pas? Je vais certainement faire un effort pour aller le lire, mais... C'est pas un effort, Safia, c'est un plaisir. Et je pense qu'on se reparle après et vous nous direz si vous avez rien appris. Je serais très surpris que vous n'ayez rien appris. Pardon? Non, elle dit, ce que dit Gérard Davé, c'est que vous serez surpris quand vous dites je n'ai rien appris. Il faudrait lire le livre, peut-être, franchement, avant de dire que vous n'avez rien appris. Non, c'est vrai. Mais allez-y, Safia, allez-y. Alors, j'étais en train de dire, maintenant j'allais dans le dur. J'étais en train de dire que par rapport au déroulement de la situation, moi je l'attendais au tournant sur tout ce qu'il nous a déployé. Dès qu'il a. Moi je dis que Macron, c'est un peu un VGE sorti de terre. Dans sa ligne de pointe. Et c'est la quintessence de l'effondrement du système politique. Alors, il est sorti un peu comme un... il est sorti de tout... Parce que vous vous souvenez aussi de la contextualisation. On avait une guerre armée entre... comment c'était... Valls, qui devait donner le coup de surin à Hollande. Il y avait ce bras de fer qui jouait. Oui, bien sûr, à l'époque, oui. À l'époque. Et donc, lui, il était en arrière-cour, et il y avait Brigitte qui préparait à Bercy, de manière intégrale, toutes les forces du système pour qu'ils puissent être éjectés, qu'ils sortent du chapeau et qu'ils soient élus. Il n'y a eu aucune surprise. Même pas le débat entre la petite Marine et lui-même. Bon, lui, c'est un... c'est un produit finement ciblé du système et qui quelque part nous apprend rien. Et c'est vrai que vous m'avez un peu caricaturé en disant que j'étais la passion, Non. Mais Safia, ce que vous voulez dire, attendez, pour avancer, vous voulez dire qu'en fait, Macron, c'est le produit du système, qui est le
parfait produit du système qui a su s'introduire au moment où il fallait s'introduire, et qu'en fait, c'est vrai. Je voudrais que, justement, Gérard Davet ou Fabrice Lhomme répondent. En fait, c'est le produit système. Aurélien Pradier vous l'a dit, mais beaucoup d'autres. En fait, c'est le monde ancien, c'est pas le monde nouveau. Alors, il y a deux choses. D'abord, effectivement, sous les dehors de communication qui ont été remarquablement déployés par les proches de Macron pour faire croire qu'il y avait un nouveau monde, etc. En fait, c'est les vieilles ficelles de la politique, simplement, qui sont maniées avec dextérité par quelqu'un qui, pour le coup, est très mûr pour son âge sur la pratique politique ou politicienne. Par ailleurs, pour reprendre ce que disait Safia, d'où le fait que je pense qu'elle apprendrait des choses en lisant le livre, parce que le fait de définir Emmanuel Macron simplement comme, j'allais dire, le produit de la finance, c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur, c'est ce qu'on a découvert, nous, à travers notre enquête, c'est oublier un aspect absolument primordial de la personnalité d'Emmanuel Macron. Je ne parle pas de son positionnement politique, puisque de fait, on a du mal à le situer, mais de sa personnalité. C'est un homme... aspect primordial, oui, alors justement. Et c'est un homme qui est obsédé par sa propre liberté. Sa propre liberté. Je pense que personne ne peut prétendre contrôler Emmanuel Macron. Ni la finance, ni personne. Après, qu'il soit dans cette logique-là, qu'il soit en phase, que la finance se retrouve derrière cet homme-là, ok, mais le voir comme un pantin dont les ficelles seraient tirées par le grand capital, ça ne matche pas avec la personnalité d'Emmanuel Macron. Oui, mais Fabrice Lhomme, pardon, vous dites ça sans que ce soit un pantin. On voit bien que c'est pas un pantin. Mais quand vous avez été nourri par les fées et à la cuillère d'or avec un certain nombre, vous le racontez dans votre livre, hein, Alstom et compagnie, oui, à la main, oui. Mais au-delà de ça, les gens qui sont venus, les patrons de CAC 40 ou autres qui l'ont rejoint, vous avez quand même effectivement un échange. C'est-à-dire le Séné, la rhubarbe, il faut rendre aussi un peu, non? Mais si vous interrogez les patrons du CAC 40, vous verrez, on l'a fait avec quelques-uns, ils ne les reçoivent pas. Ce qui s'appelle traité en politique, ils ne les traitent pas. Par exemple, le CAC 40 était plus à l'Élysée sous François Hollande que sous Emmanuel Macron. C'est son numéro 2, c'est-à-dire Alexis Collère, qui est le réceptacle des envies et des besoins du MEDEF. Mais Macron ne les traite pas. Et je rejoins ce que disait Fabrice, qui n'est pas très surprenant. Le plus important pour lui est sa propre liberté. Ce qui le conduit, du coup, à faire aussi des erreurs. C'est ce goût éperdu de sa propre liberté. C'est très intéressant. Attendez, je voudrais, parce que là, vous avez vraiment travaillé dessus. Mais la propre liberté, pourquoi faire? Pour le narcissisme fabuleux, c'est le complexe de narcisse de Christopher Lasch. Je suis au pouvoir, je me vois au pouvoir, je jouis du pouvoir et je veux continuer à jouir du pouvoir. C'est ça? Liberté, pourquoi faire? Alors, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que je pense que je suis d'accord avec vous sur l'idée du narcissisme absolu, du plaisir de jouir du pouvoir. Et je pense que tous ceux qui y goûtent sont tombés dans je ne sais pas si c'est un piège, mais dans cette tendance-là. Après, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être heureux d'être au pouvoir, avoir envie de le conserver, que ça renvoie de vous une image brillantissime, j'ai réussi, je les ai tous eus, personne ne croyait en moi, etc. Et d'un autre côté, en même temps, dirait-il, se dire, si en plus je peux faire des choses pour la France, pourquoi pas? Mais le problème, simplement, on en revient à cette idée de liberté, donc c'est plutôt rassurant d'avoir quelqu'un de libre plutôt que quelqu'un d'entravé au pouvoir, je pense. Oui, mais si cette liberté, c'est au détriment de l'action collective, ça reste un souci. On l'a vu dans l'affaire du Covid, où il suit ses intuitions, au mépris parfois des contre-indications des scientifiques. Donc il y a du pour et il y a aussi clairement du contre. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Vous aurez la parole jusqu'à 14h et vous avez vu, on vous répond à tout. Et la parole est tout de suite. Nous sommes avec Julien qui nous appelle de Créteil au 0826 300 300. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour Augustin et bonjour à vos deux excellents invités que d'ailleurs je félicite pour leur livre qui est d'utilité publique par rapport à certains autres livres que je ne citerai pas et de personnages politiques qu'on voit partout en ce moment. Effectivement, mais je rejoins ce qui a été dit. En fait, je sais plus qui, je crois que c'était Monsieur de Villiers qui avait dit que Monsieur Macron séduit, utilise et jette. Et en fait, les gens avant 2017, c'est ce qui s'est passé. Il a utilisé les gens et ceux qui ont compris qu'il s'était fait berner, effectivement, ont un tout autre regard aujourd'hui. Mais en fait, effectivement, ça avait été dit, Monsieur Macron est un mélange en réalité de caméléon et de tartuffe. Tartuffe parce qu'il passe son temps à mentir et ça se voit clairement, et caméléon puisqu'il n'a pas de conviction, il dit tout et l'inverse de tout. Faut voir effectivement les relations diplomatiques qu'on a depuis que Monsieur Macron est au pouvoir. Je rappelle que l'ancienne porte-parole de la Maison-Blanche avait révélé que Trump appelait Macron la mauviette. Tout ce que touche Macron devient de la merde. Enfin, alors après on appréciera ou pas ses propos, mais enfin ça en dit quand même assez long. Et je voudrais quand même rajouter qu'effectivement il passe son temps à mentir. Il y a eu quand même 4 humiliations en 3 jours. L'affaire du SMS du Premier ministre australien qui a révélé que M. Macron nous a menti sciemment et nous a pris effectivement pour des imbéciles. Le
retard d'1h30 de monsieur Biden lors de sa rencontre, avec une petite tape sur la main et sur l'épaule tel un toutou, hein, c'est dire combien Macron est ridiculisé tel une serpillière. L'affaire de renégociation depuis le Brexit avec la pêche et monsieur Johnson. Monsieur Macron a retiré son ultimatum avant même avoir obtenu la moindre concession, mais c'est dire le niveau de nullité de négociation entre pays. Et enfin, la dernière pépite, merci de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer. Merci d'avoir cette patience, de cette indulgence à mon égard, a-t-il déclaré à Madame Merkel. Enfin, écoutez, franchement, avec des niveaux de diplomatie pareils, c'est quand même assez effrayant. Moi, je voudrais quand même dire une chose également, c'est que quand il s'agit, donc là, on a vu le niveau de diplomatie, quand il s'agit de politique opérationnelle, c'est pantin de la politique, c'est-à-dire Macron et son équipe ont besoin de McKinsey et d'autres cabinets de conseil pour gouverner. Donc, ils sont nuls en diplomatie, en politique opérationnelle, ils ont besoin de cabinets payés des fortunes, mais à quoi servent-ils ? Est-ce qu'on est sous gouvernement américain sans le dire aux Français? C'est effrayant. Sans oublier ce dont vous avez parlé, l'affaire Alstom, il y aura des fortes présomptions de financement de sa campagne suite à la vente de ce fleuron. Bon, et puis on pourrait faire la liste avec le Covid, le Pfizergate, le Faucigate et tout ce qui implique. C'est encore autre chose. Voilà, autre chose. On la reparlera de cela. Absolument, mais c'est effrayant. Pour en finir, ce que je voudrais dire, c'est que franchement, écoutez, si les Français veulent en remanger pour 5 ans, mais là, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Très honnêtement, je pense qu'il faut mieux quitter le pays, parce que si on laisse M. Macron encore 5 ans, restez avec nous, Julien, voilà. Restez avec nous. Restez avec nous quand même pour le moment. Juste un mot, c'est vrai, David Lhomme, vous n'avez pas beaucoup parlé politique étrangère, en revanche, c'était pas votre but. Je sais, mais on ne parle pas de politique étrangère dans ce... Notre livre est anglais, comme on dit. Nous, notre rôle, c'est d'explorer les coulisses, de révéler les zones d'ombre sur deux aspects qui sont au cœur de notre livre. Qui est Emmanuel Macron? Qui est cette personne que finalement les gens ne comprennent et ne connaissent pas? Et qu'est-ce que le macronisme? Sur la politique internationale, ça fait partie des zones qui nous paraissent le moins pertinentes à analyser dans un livre comme ça, qui est d'abord un livre d'enquête, ou qui est d'abord avec des révélations, des témoignages. Mais simplement pour conclure... Non, mais je vous interroge là-dessus. Pardon, à l'aune justement de ce que vous avez fait et à l'aune de votre enquête, est-ce que ça ne révèle pas aussi ces comportements d'Emmanuel Macron par rapport à l'Australie, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Algérie, par rapport à tout ça, ne révèle pas quelque chose aussi? Voilà, donc par ailleurs, sur le plan diplomatique, s'il s'agit de l'Algérie, là ça révèle le côté girouette, pour le coup, de Macron, qui au départ dénonce les crimes coloniaux, qui sont des crimes contre l'humanité, dit-il, et ensuite il fait exactement l'inverse en disant il y en a un peu assez de cette obsession mémorielle. Donc là, on passe ça c'est du Macron, et effectivement c'est déstabilisant. En revanche, je serais peut-être un peu moins sévère, ou je serais beaucoup plus indulgent sur Macron. Je veux dire, la politique internationale, il a fait des choses quand même. Il a œuvré auprès d'Angela Merkel pour desserrer la ceinture de l'austérité. Il a des réussites à son actif. Et simplement, ce qu'il faut voir, et l'affaire des sous-marins, et de ce point de vue-là, est révélatrice. C'est effectivement une humiliation pour la France. Mais je suis pas sûr qu'avec un autre président, il y aurait eu un autre destin. Je pense que surtout la France et les politiques français qui accèdent aux responsabilités refusent de le reconnaître. La France est une puissance mineure et qui ne cesse de reculer dans le monde. C'est ça la réalité. C'est même pas de la méchanceté vis-à-vis de la France. C'est même pas de l'incompétence de ses dirigeants, c'est que notre poids ne cesse de décliner dans le monde. Alors là, oui, mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'il aurait pu réagir au moins, et ce n'est pas rien au niveau du symbole, il pouvait tout à fait réagir par rapport à l'OTAN. Lui-même a dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Il l'a dit, il l'a écrit, il l'a répété. Mais je rejoins ce que vous dites, et là je vous trouve très indulgent par rapport à ça, par rapport à ce que vous dites vous-même. S'il avait, franchement, cette non-réaction, parce que honnêtement, la DGSI, la DGSE, savait tout à fait, tout ça on connaît, ça se fait pas en 48 heures, les négociations entre l'Angleterre, l'Amérique et l'Australie. Donc il savait. Et cette non-réaction totale, oui, je rappelle mon ambassadeur, mais je le ramène au bout de 4 jours, est-ce que ce n'est pas du Macron tout pur, ça? Ça le problème. Alors, nous, on ne sait pas s'il savait. Aujourd'hui, je pense que peu de gens savent ou sont dans le secret de ce qui s'est passé entre l'Élysée et, mais la réaction, et l'Australie. La réaction, je pense que c'est Macron est pétri de ça, c'est-à-dire d'une sorte de cet art de la diplomatie à la française qui est parfois, ça simule, je rejoins ce que disait Fabrice, on est dans un pays mineur qui pèse peu
sur le plan international. Et donc, du coup, D'accord. l'art de la diplomatie est érigé en modèle. C'est-à-dire qu'il faut savoir dire les choses sans pour autant les dire, prendre quelques mesures symboliques, et ensuite on passe à autre chose. Et c'est exactement ce que disait Julien, et ce qu'on ressent tous, quoi. C'est que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, de toute façon, à l'arrivée, on est ridiculisé dans l'histoire des sous-marins. Et qu'il n'y avait pas de bonne méthode, ou il n'y avait pas de bonne rétorsion, ou de bonne répartie à avoir, puisque dans tous les cas, le mal était fait. Et que pour le reste, on est dans la posture. Alors, est-ce que, justement, par rapport à ça, lui, Macron, l'Européen, il parle tout le temps d'Europe, et il le veut, et on sent qu'il est très sincèrement européen. Là aussi, on l'a vu que l'Europe était cruellement absente. Angela Merkel, qui vient de décorer, enfin bon, c'est un autre sujet, mais quand même, Angela Merkel a continué de négocier avec les Australiens. Là aussi, c'est peut-être l'Europe qui manque cruellement. Enfin, c'est une autre histoire. Mais Oui. Alors après, c'est comme vous dites, c'est une longue histoire. Et ce qui est sûr, en revanche, c'est que lorsqu'on parle on parle de l'absence de colonne vertébrale de Macron ou du macronisme, et ça, je pense que notre livre l'illustre totalement. Sur l'Europe, c'est vrai qu'il y a pour le coup une sorte de continuité. C'est vrai que Macron est europhile. On ne peut pas dire qu'il ait caché son drapeau. Simplement, là où c'est un vrai politique, il sait qu'aujourd'hui, en France, invoquer les mannes de l'Europe en permanence, ça rapporte pas grand-chose électoralement. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on voit bien que dans toutes les études ou les débats de pré-campagne présidentielle, l'Europe est totalement absente. Et on ne peut pas exclure que Macron fasse aussi un peu l'impasse sur ce thème s'il pense que ça ne va rien lui rapporter électoralement. c'est clair. Merci Augustin. de nous avoir appelés. Merci Julien de nous avoir appelés. On continue encore pour un quart d'heure, 20 minutes au 0826 300 300. Et on continue ce tour de France des auditeurs. Et nous allons à La Rochelle avec Alain qui nous appelle. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Oui, bonjour à tous, bonjour M. Bercoff, bonjour à vos brillants invités. Bonjour. Voilà, j'ai deux questions très précises. En fait, j'ai le souvenir avec l'élection de Jacques Chirac qu'il y avait eu un remerciement par la suite avec l'instauration des essais nucléaires qui n'étaient pas nécessaires. Je me souviens de l'élection de Nicolas Sarkozy avec l'invitation de Kadhafi à l'Élysée. On sait ce qui en a été après. Ensuite, je voudrais savoir si vous faites un parallèle avec l'élection d'Emmanuel Macron. Au lendemain de son élection, l'instauration obligatoire des 11 vaccins pour les enfants, pour les nourrissons. Donc ça m'intéresse. Et mon autre question qui va avec celle-ci, c'est quelles sont les puissances financières qui ont financé la campagne d'Emmanuel Macron? Est-ce que justement il y a un parallèle avec l'instauration des vaccins obligatoires, des 11 vaccins obligatoires? Est-ce que ces puissances financières sont susceptibles de financer à nouveau une campagne? Et puis dernièrement, est-ce qu'il peut pousser le cynisme jusqu'à se servir d'une résurgence éventuelle du Covid, hypothétique ou avérée, pour instaurer le vote électronique? Voilà, je vous remercie. Voilà, il y a beaucoup de choses. D'abord sur le financement d'Emmanuel Macron. A priori, le financement désormais est public, et par ailleurs, il y a un certain nombre de choses qui sont rendues publiques, dont on a connaissance. Le financement par particulier ne peut pas dépasser 7 500 €. Donc, de ce qu'on sait, en tous les cas, sauf révélation ultérieure, mais nous, on se base sur des faits, pas sur des suppositions. Pour l'instant, le financement était dans les clous. Après, de dire que est-ce qu'il aurait été financé par un laboratoire, etc. Il y a aucun élément là-dessus. Il peut y avoir des rumeurs, etc. Mais nous, en termes de journalistique, on n'a vraiment aucun fait. Ensuite, je trouve plus intéressant et l'aspect sur le Covid. Est-ce qu'il peut profiter, entre guillemets, même si c'est pas lui qui a créé le Covid, mais est-ce qu'il peut en être bénéficiaire? C'est assez intéressant de voir que au tout début, lorsque le Covid est apparu et ça a provoqué une couche de glaciation sur le pays, on s'est dit ça va être la catastrophe économique. Ça l'a été d'ailleurs pendant un temps, etc. Et c'est terrible pour Emmanuel Macron. Il ne pourra pas faire ce qu'il voulait faire, etc. Et on s'aperçoit avec le recul qu'en fait, politiquement, il en a peut-être profité au sens où beaucoup de gens, à tort ou à raison, se disent personne n'aurait fait mieux que lui, il a des circonstances atténuantes, et puis s'il ne fait pas ses réformes, c'est qu'il y a des vraies raisons. Donc peut-être que bizarrement, cette espèce de période de glaciation, elle gèle le jeu et elle lui sera profitable en 2022. C'est possible. Tout dépend des résultats de santé d'ici mars. C'est ça qui va jouer. Mais pour répondre à la question aussi, au début sur les 11 vaccins, c'est pas une volonté de ne pas répondre. La vérité, c'est que nous, on a toujours fait nôtre cette déclaration de Coluche qui disait quand un journaliste ne sait pas, il ferme sa gueule. Et c'est
qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Absolument. Ce qui est une sage précaution, qui n'est pas suivie par tout le monde. Eh bien, écoutez, vous ouvrez votre gueule au 0826 300 300 et nous sommes avec Yamina qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Yamina. Oui, bonjour Yamina. Oui, bonjour. Voilà, j'espère que ça va bien passer parce que je suis en voiture, donc j'ai dû éteindre. Voilà, on vous entend, oui. Oui, allez-y. Merci infiniment, en tout cas, Monsieur Bercoff, de vos émissions que je suis maintenant régulièrement. Merci. Merci à Monsieur Dazelhomme. J'ai quasiment terminé le livre. Bravo. Et j'ai été effrayée par l'affaire Alstom, de la vente à la découpe de nos industries, excusez du peu, ce sont quand même nos sous-marins nucléaires. Et j'ai été très intéressée par quelques citations, notamment de Monsieur Barouin. Monsieur Barouin, qui, en parlant d'Emmanuel Macron, dit je comprends pas. Il est fâché avec sa famille, il n'a pas d'amis, il ne veut pas d'enfants. J'ai aussi été très intéressée par son parcours, je dirais universitaire ou grande école, et son échec 2 fois Normal Sup. J'ai beaucoup souri quand j'ai vu en 98 que des normaliens avaient écrit 2e année où Emmanuel Macron échoue à Normal Sup. Donc moi, la question que je me pose, et je suis, j'avoue, un peu effrayée par le personnage Macron. Bon, qui n'est pas voulu de parti politique, qui s'appuie sur un mouvement, et puis l'indigence des autres politiques, c'est flagrant. Mais je suis effrayée par la personnalité de l'individu. Voilà. Et je crois qu'on n'a pas tout vu. Alors, je suis peut-être complotiste, je ne sais pas, je ne veux pas me situer à ce niveau-là, mais moi, c'est en tant qu'individu et être humain, j'avoue que je suis surprise. Yamina, voilà. Vous avez bien lu le livre, et en tout cas, les questions que vous posez, je crois que vous n'êtes pas du tout la seule à être intriguée par le personnage, la preuve. Mais alors, justement, ce personnage, c'est vrai, d'abord la vente à la découpe, on en a parlé, déjà, et c'est vrai que c'est un problème, mais deuxièmement, ce personnage, ce que dit Barouin, par exemple, par rapport à ça, comment vous réagissez? Ça nous a beaucoup intéressé parce que Barouin, il se trouve qu'il a le même âge que nous, 55 ans, et qu'il a grandi, il a un peu le même parcours que nous, sauf que nous, on est resté journaliste. Lui, il a commencé comme journaliste. Ensuite, il a grandi dans l'ombre de Chirac. Il a fait ses humanités politiques. Il était maire, député, ministre, porte-parole du gouvernement, etc. Et quand Macron est arrivé, il a pris subitement un énorme coup de vieux en disant « je ne comprends plus rien ». Pourquoi? Parce que devant lui, il avait quelqu'un qui n'obéissait à aucun des critères, qui ne connaissait pas ses électeurs, qui ne savait pas à qui il s'adressait, qui ne connaissait pas la France, et qui par ailleurs n'avait pas de passion connue, c'est-à-dire il n'avait pas d'enfants, certes, c'est son droit, mais il n'a pas d'enfants, pas de famille et pas d'amis. Dans le bouquin, on voit à quel point, dans le livre, à quel point il n'a pas d'amis. Et objectivement, ça situe le personnage à un degré on ne sait pas à qui on a affaire. Est-ce que c'est un joueur de bonneteau? Est-ce que c'est un caméléon? Est-ce que c'est quelqu'un qui rebondit constamment quand il y a une difficulté? Hop, c'est un judoka. On ne sait pas. Et ce que dit votre interlocutrice, Yamina, est tout à fait vrai. C'est ce qui est tout à fait décontenançant. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre. C'est pour expliquer qu'on avait devant nous quelqu'un qu'on ne sait pas qui c'est. Et vous continuez à être décontenancé quand même. Oui, on ne sait pas qui c'est. Mais c'est ça, il faut le dire. On sait mais pas très concrètement, c'est pourquoi on n'a pas été le voir avec Fabrice, pourquoi on n'a pas été l'interviewer ni rien. Hollande, par exemple, on l'a vu 61 fois, on sait qui c'est. Enfin, on pense savoir qui c'est. Macron, on l'aurait vu 1 heure, 1 heure et demie, ça n'aurait rien donné parce qu'il nous aurait parlé, ça aurait de la langue de bois, brillante probablement. Il vous aurait séduit en disant ce que vous me dites, c'est pas passionnant. C'est possible. Il aurait relu, ça aurait été qu'un conseiller de com, etc. Mais il ne donne jamais rien de lui-même. Je pense simplement que sur cet aspect, au moins le livre permet de révéler ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il a peut-être prétendu être ou ce qu'on a pensé qu'il était. Et je pense qu'il y a beaucoup de témoignages, mais aussi de révélations à travers les documents, etc., qui permettent de voir que c'est pas celui qu'on pensait. Voilà. Et que les Français n'ont peut-être pas élu celui qu'ils pensaient élire. Et vous le dites, moi une des phrases qui m'a le plus frappé, c'est une amie, Mimi Marchand, celle qui organise toutes les paparazzis. La reine des paparazzis. La reine des paparazzis. Et vous dites ça c'est ce couple, elle se présente comme amie, très très amie, très amirale. Ce couple n'a pas d'amis, ils se suffisent
totalement à eux-mêmes. Oui. C'est très fort, ça. Oui, il faut savoir que Mimi Marchand elle est intervenue dans le cours de la campagne présidentielle de Monsieur Macron parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient sur l'homosexualité d'Emmanuel Macron. Donc elle est intervenue à la demande de Brigitte Macron. Elle a en fait en quelque sorte de gérer toutes les photos de paparazzi, etc. Et elle est rentrée dans le cercle très intime des Macron. Et là, c'est là qu'on voit aussi ce qu'est Macron. C'est-à-dire qu'il a utilisé Mimi Marchand, qui est un personnage comme très sulfureux, pour corriger et créer son image sur papier glacé à la une de Paris Match, la fameuse une de Paris Match où on le voit avec son épouse en maillot de bain, etc. C'est Mimi Marchand. Et donc, c'est quelqu'un qui maîtrise à merveille les codes de la communication politique. Et là aussi, on est dans l'écran de fumée. Oui, c'est tout à fait extraordinaire parce que on voit très très bien qu'au fond, il maîtrise tout ça de manière remarquable. Mais en fait, est-ce que c'est pas, vous savez, c'est la phrase de la journaliste Chakalov qui a fait un bouquin là-dessus, mais tant qu'il y aura nous deux. On a l'impression c'est tant qu'il y aura nous deux. Enfin, il y a ce couple. Oui, mais c'est un couple fusionnel. Après, nous, on ne s'étend pas davantage parce que sa vie privée ne regarde que lui. D'abord, il se trouve que plusieurs de nos interlocuteurs ont renvoyé à sa rupture avec sa famille, ses rapports fusionnels avec son épouse, etc. Donc, on le mentionne parce que c'est quand même important. Mais on ne s'étend pas plus. Mais en revanche, c'est vrai qu'on peut aussi voir les choses à l'inverse et se dire que le fait de ne pas avoir, j'allais dire, d'attache, entre guillemets, c'est aussi ce qui le rend libre. C'est toujours cette obsession de liberté. Ouais. Donc, je pense que lui, de son point de vue, le fait de ne pas être entouré par des gens qui auraient des choses à lui réclamer, etc., le fait d'être débarrassé de ses attaches familiales et pour différentes raisons, ça lui donne la suprême liberté de diriger le pays en ayant tout le temps qu'il faut pour ça. C'est un boulimique, c'est un obsédé du travail, il dort très efficient, il dort très peu, etc. Il est tout entier à sa tâche. Bon, donc sans doute que lui ou ses proches pourraient mettre ça en avant en contrepartie des problèmes. C'est vrai, mais la vraie question que vous posez dans votre livre, est-il à la hauteur de la tâche? On n'est pas à Andorre, on n'est pas au Liechtenstein, pardon, j'ai rien contre le Zimbabwe, c'est quand même la France. Même si c'est un petit pays, c'est la 6e puissance économique mondiale. Bien entendu, et donc, là, on va rester dans notre rôle de journaliste, comme on l'a toujours fait. Nous, on met tous les éléments sur la table. À travers ce livre, je pense que les citoyens pourront répondre à la question que vous venez de poser. Mais nous n'allons pas répondre à leur place. C'est à eux, en fonction des documents, des révélations, des témoignages, de se dire, finalement, il est à la hauteur ou pas du tout. Sur François Hollande, on avait pu conclure. On avait dit qu'il avait été plutôt à la hauteur de sa tâche, contrairement d'ailleurs à la Vox Populi, parce que on avait examiné tous les aspects de sa présidence, tous. Macron, on l'a pas fait. Donc, ce serait présomptueux de notre part de conclure. Voilà, écoutez, le bilan est fait. Pour solde de tout compte, c'est fait. À vous de juger. Merci Yamina de nous avoir appelé au 0826 300 300 et toutes nos excuses à ceux qui n'ont pas pu intervenir. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Et évidemment, vous pouvez retrouver cette interview sur YouTube ou en podcast sur sudradio.fr. Et puis, vous êtes beaucoup à réagir aussi au sujet des mamans louves qui sont à l'Elysée en ce moment même devant justement Emmanuel Macron pour demander un dialogue. Eh bien, écoutez, c'est pareil, vous pouvez retrouver cette interview sur YouTube. Et tout de suite, Brigitte Lahaye.